Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On revient en 2005 à l'UNESCO, cet organisme des Nations Unies à Paris, donc pour la culture, l'éducation, a institué la Journée mondiale de la philosophie qui est célébrée chaque année le 3e jeudi du mois de novembre. Cette fois-ci, donc, ça sera le 21 novembre. L'occasion était trop belle pour ne pas parler d'un grand artisan qui a su allier philosophie et paix et religion aussi. Je parle de Mohandas Karamchand Gandhi, le célèbre Mahatma, la grande âme, né il y a 150 ans, soit le 2 octobre 1869. Je suis en compagnie de Michel Binette, formateur, animateur d'ateliers et conférencier auprès de la Nouvelle Acropole de Montréal, qui organise par ailleurs une soirée le 1er novembre cette fois, donc bientôt, dans ses locaux de Montréal. Michel Binette, bonjour. Bonjour. La Nouvelle Acropole de Montréal, c'est par opposition à la vieille Acropole d'Athènes? Oui, il y a un lien avec l'Acropole d'Athènes, l'Acropole qui veut dire Acropolis, c'est-à-dire cette cité haute. Oui, oui. Donc, Nouvelle Acropole, c'est une école de philosophie à la manière classique. Qu'est-ce que c'est, une école de philosophie à la manière classique? C'est surtout une école de philosophie appliquée. Là où on va non seulement rencontrer les grandes philosophies d'Orient et d'Occident, mais aussi on va essayer de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pas simplement un exercice intellectuel, mais c'est surtout de retrouver et de ramener en nous, aujourd'hui, à notre époque, les grands enseignements atemporels, philosophiques et que... À quoi ça sert la philosophie, Michel Binette? À quoi ça vous sert à vous, autrement que de venir briller au micro? La philosophie est liée, c'est l'amour de la sagesse, donc philos sophia, donc la sagesse, c'est la connaissance des lois de la nature et des lois de la vie. Pour nous, la philosophie, c'est aussi lié à la connaissance de soi, la connaissance de ce qu'est l'être humain, quel est son rôle, quelle est sa place dans la vie, dans l'univers et puis dans la nature. Concrètement, au jour le jour, qu'est-ce que ça donne? C'est d'être capable de reconnaître en nous-mêmes qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire comment on fonctionne avec nous-mêmes, comment on travaille avec nous-mêmes. On voit qu'on est plurifacétique, si on veut, dans le sens où, des fois, on a des oppositions entre le cœur et la raison, par exemple, ou des choses comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est pas facile de prendre des décisions, parfois? Donc, on se retrouve devant ces choix-là. À travers la vie, il y a toujours des choix à faire, toujours des décisions à prendre. Et, donc, c'est pratique comme connaissance. C'est d'abord et avant tout pratique et appliqué. Donc, c'est de résoudre des problèmes de la vie de tous les jours. Quand on parle d'acropole, on pense à la philosophie grecque et donc tout ce qui est sorti ensuite, la philosophie occidentale. Mais il y a tout l'Orient qui est philosophique aussi. Est-ce que vous parlez de l'Orient aussi? On va parler de Gandhi dans 2 minutes. Mais est-ce que vous cantonnez à la philosophie occidentale? Non, c'est exactement. On fait un panorama des philosophies d'Orient et d'Occident. On fait cette étude comparée des philosophies et des cultures, je dirais, d'Orient et d'Occident pour justement voir qu'elles se rejoignent malgré les différentes formes, les différentes façons d'apporter la sagesse, c'est-à-dire la connaissance, mais elles se rejoignent toutes à quelque part. Et pourquoi Acropole? Acropole, il y a eu des acropoles partout dans le monde, c'est-à-dire des cités hautes, mais c'est d'abord une cité haute à l'intérieur de l'être humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui, en nous, on construit d'élevé, de plus haut, qui touche la dimension plus spirituelle de l'être humain. Ça sonne du Sainte-Thérèse d'Avila, le château intérieur. Exact, c'est ça qu'il y a des... on en parle dans toute tradition, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des... On est, moi je dirais, plurifacétique, comme je disais, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux, il y a des impulsions et des pulsions, mais aussi il y a des impulsions ou des plus élevées, en fait, dans l'être humain. Si on veut en savoir davantage sur la Nouvelle Acropole de Montréal, c'est montréal.acropole.ca, tout petit, tout collé, c'est ça? Oui, exactement. Montréal.acropole.ca. Une de vos grandes valeurs, Michel Binette, à l'Acropole, c'est le volontariat. Et vous citez forcément... et ça fait un très bon lien pour notre sujet du Mahatma Gandhi, une phrase: le meilleur moyen de se connaître est de se perdre dans le service aux autres. Ça fait partie de votre ADN, non? Exactement. Donc Pourquoi? Parce que le service à l'autre permet d'oublier un peu les parties, pas d'oublier, mais de mettre de l'avant le meilleur de soi, c'est-à-dire aller vers l'autre, c'est-à-dire si on est inspiré, on voit qu'on fait partie d'abord d'un plus grand tout, que soi-même, que notre propre intérêt.
Donc, d'aller vers l'autre, d'aller au service de l'autre, permet de faire jaillir ce meilleur dans une action concrète. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le volontariat qui doit être combiné à la partie, je dirais, plus philosophique, c'est-à-dire cet éveil qui se passe en soi-même, qui se traduit vers un volontariat, vers une action concrète, qui va créer une culture, un milieu propice au développement de l'être humain. Et qui nous permet de nous connaître davantage que si on était sur une île déserte. Oui, exactement. Si on était seul dans le fin fond de la forêt ou peu importe. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, ce 1er novembre, à la Nouvelle Acropole de Montréal, c'est au 67-68 Saint-Denis, rue Saint-Denis, mais c'est plus facile de trouver tout ça sur Internet, montréal.acropole.ca, à 7h30. Ouais. Donc, c'est en anglais, mais il y a une traduction vers le français possible. Hein? Oui, s'il y a besoin, il faut nous le mentionner, il y aura une traduction simultanée. Et ça s'intitule Mohandas Gandhi, le guerrier de la paix. Alors là, j'ai pas compris le titre. Un guerrier, il n'est pas pour la paix. Mais là, le titre, c'est le guerrier de la paix. Est-ce que la vie de Gandhi, dont on célèbre les 150 ans de naissance, on l'a déjà fait le 2 octobre, parce qu'il est né le 2 octobre 1869, mais là, le 1er novembre, vous faites une soirée. Et guerrier de la paix, Gandhi, guerrier, il n'a pas fait la guerre. Oui, exactement. Donc, ça peut paraître paradoxal, et ça l'est dans le sens où le guerrier, dans un sens philosophique ou traditionnel, c'est ce chevalier, ce samouraï, c'est-à-dire que c'est celui qui se met au service. Mais ce service doit d'abord être un travail sur soi-même, c'est-à-dire un travail sur ses propres conflits intérieurs pour réussir que jaillisse de soi-même cette paix, parce qu'elle naît en nous-mêmes d'abord. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un guerrier, il doit y avoir un combat intérieur qui va se passer. C'est intéressant, ça rappelle un peu Arjuna dans la Bhagavad Gita, non? Exactement. Donc, Arjuna, qui est un très bon exemple, parce que c'est un texte de l'Inde ancienne qui fait partie de notre programme, qu'on étudie, puis qui a influencé profondément Gandhi lorsqu'on lui a présenté. Il avait, vous savez, son histoire, c'est un peu un jeune qui est né dans l'Inde britannique, et puis qui voulait, son idéal de vie, c'était de devenir un peu bon bourgeois anglais, c'est-à-dire faire de l'argent, avoir une carrière et tout ça. Et il va étudier en Angleterre, je pense, le droit, non? Exactement, et donc il va aller étudier là-bas, mais il va rencontrer dans son parcours en Angleterre des théosophes, dont Elena Petrovna Blavatsky, qui vont lui parler, vont lui demander sur ses origines. Il va se rendre compte par lui-même qu'il ne connaît pas. Et on va lui parler, entre autres, de la Bhagavad Gita, qui va être un livre clé. C'est intéressant, c'est par je dirais pas que Blavatsky était colonisatrice, mais elle appartient à une culture qui avait des colonies, notamment en Inde. L'Inde était une colonie, et l'Inde comprenait à l'époque le Pakistan, le Bangladesh, et peut-être le Sri Lanka aussi, je pense. Ouais, Bref. Et c'est elle qui va lui dire, mais oui, mais dans ta tradition, tu as infiniment. Tu n'as pas besoin de venir chez nous pour savoir ce qui se passe. Et Gandhi va vraiment se plonger dans l'hindouisme. Oui, ça va profondément l'influencer. Elena Petrovna Blavatsky, qui est russe d'origine, qui va voyager le monde, aller à la découverte des grandes traditions, va lui dire que sa culture est riche de connaissances spirituelles, et puis ce qui va l'influencer à s'y plonger et surtout de mettre en action ces grandes connaissances. Et justement, chez Gandhi, c'est vraiment... Il aura passé il a fait plusieurs fois de la résistance passive, de la désobéissance civile, on y viendra aussi, à Michel Binet, qui lui a voulu d'être emprisonné à plusieurs reprises, qui totalise à peu près 6 ans de prison, dans lesquels il a pu écrire des petites pages comme ça, ici et là, et ça donne à peu près 800 pages d'autobiographie qui s'appelle Mes expériences de vérité en français. En anglais, c'est My Experiences with Truth. Et c'est fascinant parce qu'on apprend que l'action politique de Gandhi est d'abord enracinée dans une religion. Alors là, la laïcité, au revoir. Enracinée dans une religion et dans une pratique personnelle. Ça ne sert à rien de vouloir nettoyer la rue où on habite si on ne nettoie pas d'abord l'intérieur, le guerrier intérieur, n'est-ce pas, la maison, la famille, le seuil de la porte, quoi. Oui, le titre de son livre est très révélateur parce que ça va
ses expériences de vérité, qui va être justement cette application de la sagesse, de la philosophie, qui va en faire en sorte qu'il va devenir, ou sa vie va devenir modèle d'application, de mise en pratique de ce que nous on appellerait philosophie appliquée à la manière classique. Alors, on parle de Gandhi, donc c'est le 1er novembre, parce que la journée mondiale de la philosophie, c'est le 21 novembre, mais vous faites votre événement le 1er novembre. Oui. Pourquoi 3 semaines d'avant? On le fait plus tôt, ça a donné, c'était par rapport à notre planification, c'était mieux comme ça. Puis, donc, le 1er novembre prochain, donc à 19h30, 7h30, à la nouvelle Acropole de Montréal, acropole.montréal.ca, à 19h30. Donc, il y a cette soirée sur Gandhi, le guerrier de la paix. Pardonnez-moi, mais il faut payer ou pas pour entrer? Oui, c'est, si on paye à l'avance, c'est 15 $ l'entrée. Sur place, c'est 20 $. Donc, c'est quand même accessible. Et traduction en français possible parce que c'est donné par quelqu'un de l'Acropole, mais de Toronto. Oui, exactement. N'est-ce pas? Qui est Doshi, qui est indien d'origine, qui va évidemment être marqué toute son enfance, parce que Gandhi fait partie de la culture. Et puis, il va lui-même se poser la question, mais comment il le fait, Gandhi, pour partir de ce jeune un peu arrogant, même, à devenir ce leader d'une nation et spirituelle en même temps. Il faut dire que Gandhi s'explique parce que si Gandhi vivait aujourd'hui, il ne serait pas Gandhi. Non. Il arrive au bon moment, quoi. Oui, aussi, il se met en même temps, il n'est pas déconnecté de son temps, en fait. C'est ce qui est intéressant. Donc, il n'est pas allé méditer dans les montagnes et puis devenir, je ne sais pas quoi, un yogi des montagnes. Il y a son expérience sud-africaine où il défendait pas les Noirs, il défendait davantage les Indiens qui étaient émigrés là-bas, notamment dans le commerce et ailleurs. Il a eu son expérience assez cruelle, d'ailleurs, en Afrique du Sud, avant de retourner au Gujarat. Oui, il est resté presque 20 ans en Afrique du Sud, où il a tout ce qu'il va faire ensuite en Inde va être préfiguré en Afrique du Sud, où il va vivre le racisme, le séparatisme. Et il va lutter avec des notions qui sont directement tirées de l'hindouisme. Il y a le satyagraha, l'ahimsa, et son grand truc, c'est le Hind Swaraj, self-rule, c'est-à-dire l'autonomie, l'autodirection des Indiens par et pour eux-mêmes. Le satyagraha, c'est très intéressant parce que je crois que ça veut dire attachement à la vérité ou obsession pour la vérité, je pense. Oui, ou poursuite de la vérité, c'est tout ce qui est lié à ce service, en fait, à la vérité. Cette mise en action, ce que nous, on appellerait la philosophie à la manière classique, c'est-à-dire cette application. Mais c'est intéressant parce que c'est un triptyque. On ne peut pas séparer le satyagraha de l'ahimsa ou le svaraj. Et l'ahimsa, c'est A privatif. Himsa, c'est tout ce qui tend à détruire, c'est l'action violente. Donc, c'est la privation, c'est la non-violence, en fait, l'ahimsa. Exactement. C'est l'action qui est de ne pas causer de préjudice à quoi que ce soit de la vie, en fait, de ce qui existe. Et donc, c'est une espèce de principe d'amour, sagesse, qui doit être lié nécessairement à cette autogouvernance, cette gouvernance d'abord de soi-même, cette maîtrise de soi-même, qui doit être lié ensuite à ce service. Donc, il y a comme un triptyque qui est indissociable pour que ce n'est pas juste service aux autres, ce n'est pas juste l'ahimsa, c'est-à-dire la non-violence, résistance passive, mais il doit y avoir cette autogouvernance, cette autogestion de soi-même, et donc ce travail sur soi-même pour qu'il y ait durabilité, je dirais, changement durable en individu et en la société. Et en fait, il est dans une société profondément inégalitaire à cause des castes. Il va essayer de lutter contre le système des castes qui est plurimillénaire. Il va vouloir libérer les femmes. Il va vouloir instaurer la coopération entre musulmans et hindous. Ça marchera plus ou moins bien, plutôt mal que bien. Peu importe. Mais il a chez Gandhi, l'idée fondamentale, c'est que je suis dans une structure oppressive comme oppresseur ou comme opprimé, et au lieu d'aller faire la révolution ou d'aller agresser, d'aller taper sur l'oppresseur, je sors de cette structure par ce travail intérieur de guerrier intérieur pour, pour vaincre mes passions intimes qui sont très difficiles à vaincre et pour entrer dans une nouvelle relation avec l'autre qui est encore dans ce système-là. Et je vais, au lieu de le corriger lui, je vais prendre sur moi ses péchés. Gandhi, il y a un côté christique chez Gandhi qui est extraordinaire. Parce qu'on va essayer de l'amener doucement en dehors de ce système-là, mais par la douceur et la patience. Ce qui veut dire patience, veut dire pâtir, veut dire souffrir soi-même. Oui, la méthode de Gandhi est très pragmatique. Il
il y aura 4 points dans lesquels on pourrait le résumer. C'est-à-dire 3 minutes. Comprendre d'abord l'autre, comprendre avant d'agir, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir, de penser, avant de passer à l'action, ce qu'il va démontrer tout au long de sa vie quand il va dans ses ashrams, par exemple, pour méditer, réfléchir, et ensuite passer à l'action. Le deuxième point serait une posture ferme et respectueuse vis-à-vis de l'adversaire. Ce n'est pas de juger la personne, mais les péchés, à détester le défaut et non pas la personne. Tout à fait. Et donc, parce qu'il fait partie de l'humanité et c'est un être humain. Et ensuite, concevoir, un troisième point, ce serait concevoir des actions simples mais marquantes, c'est-à-dire comme par exemple la marche du sel, qui est un exemple d'action simple, mais qui est symbolique, une portée symbolique beaucoup plus grande. Le sel qui était recueilli par les Anglais, exact. Taxé, vendu par les Anglais aux Indiens avec une taxe en plus, alors que c'était du sel indien. Oui, c'était leur terre, c'était chez eux, et ils ne pouvaient pas... Idem pour le coton, d'ailleurs. Pardon? Idem pour le coton. Oui, exactement. Donc, la matière, donc c'est ça, cette auto-gouvernance. Et je voudrais juste terminer avec le quatrième point qui est c'est sa capacité, parce que c'était un très bon orateur aussi, très bon, qui s'est développé au fil des années. Et il va être capable de formuler de façon claire et surtout calme, donc lié à la maîtrise de soi, ses demandes. Donc, tout son discours s'articulait pour que non pas commencer à être fâché puis aller vers la révolution, mais plutôt de façon calme. Donc, ça demande une espèce de constance, persévérance ou patience avant d'avoir les résultats. Il connaissait peu le christianisme, mais ce qu'il avait lu, c'était surtout le Sermon sur la montagne qui l'avait bouleversé, je me souviens de ça. Oui, il y avait tout au long, dans son autobiographie, il parle de toutes les influences dont on a nommé Tolstoï ou Blavatsky, d'autres. Thoreau, le transcendentaliste états-unien. Exact. Et donc, écrit Walden. Oui, tous ces... G.K. Chesterton aussi, le journaliste qui s'est converti au catholicisme, l'intellectuel britannique, il a beaucoup influencé également. C'est intéressant de ces penseurs-là, de Gandhi. Oui. C'est lorsqu'on va derrière ces personnages-là, il y a toujours une composante spirituelle, une composante justement d'application de la sagesse. Michel Binette, on va devoir arrêter ici malheureusement. Vous êtes formateur, animateur d'atelier et conférencier auprès de la Nouvelle Acropole de Montréal ce vendredi 1er novembre, donc à 19h30. Gandhi, le guerrier de la paix en anglais, mais traduit en français également. Donc 19h30, ça finit vers les 9h, 9h30. C'est au 67-68 Saint-Denis, montréal.acropole.ca. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci beaucoup à vous. Et bon courage avec Gandhi. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain...